Bonjour, bienvenue dans ce webinaire. Je suis Laurent Caramel, conseiller numérique à la CCI de l'Hérault. La CCI déploie un programme de sensibilisation et d'accompagnement au numérique pour les entreprises du territoire. Ce programme a été spécialement conçu pour être accessible au plus grand nombre, y compris les plus petites entreprises ou celles encore éloignées des questions du numérique. Ce matin, ce webinaire va traiter les différentes étapes pour devenir e-commerçant. Donc, je remercie notre partenaire Thibaut Dussert de la société ARPA3 pour l'animation et l'intervention de ce webinaire. Donc, le webinaire va se dérouler en deux étapes. La première étape, c'est comment bâtir une stratégie commerciale pour le web, pour votre site e-commerce. Et la deuxième étape sera les différentes étapes pour lancer son site e-commerce. Voilà, donc je vous remercie d'éteindre vos micros. L'intervention va durer environ 45 minutes. Il y aura 15 minutes de questions. Voilà, donc je laisse Thibaut commencer. C'est à toi. Bonjour. Alors, je me présente. Je suis Thibaut Dussert, cofondateur de l'agence e-commerce ARPA3. On est situé à Moguio, près de Montpellier. On est une équipe de 13 personnes. On est répartis en différents pôles. Il y a un pôle technique sur toute la partie développement web, sur toute la partie responsive mobile, un pôle marketing pour tout ce qui est l'acquisition de trafic, développement de l'expérience utilisateur et toute la partie web design. Et ce qui nous caractérise, c'est une forte culture e-commerce qui, voilà, on en a fait notre spécialité et on est d'ailleurs partenaire PrestaShop, qui est une solution CMS pour créer votre boutique en ligne dont on aura l'occasion de reparler un petit peu plus tard. On va attaquer par donc la première partie, c'est de voir ensemble comment bâtir une stratégie commerciale pour le web. Donc le premier point, c'est de réaliser une étude de marché et un business plan. L'objectif étant de s'assurer qu'il existe une réelle demande et un besoin et que le produit ou le service que vous proposez répond bien aux attentes des consommateurs que vous visez. C'est vraiment le point primordial. Pour cela, on va dire qu'il y a plusieurs étapes. Le premier, c'est d'identifier quel est le potentiel de votre marché. Pour cela, vous pouvez commencer par réaliser ce qu'on appelle des buyers persona pour identifier là où les cibles que vous visez. Pour cela, alors comment on réalise des personas, c'est définir quel est le profil de votre cible, l'âge, le sexe, la profession, où est-ce que la personne habite, etc. Établir également quels sont ses besoins en termes d'attente et d'objectifs, et également essayer de voir quel est le prix que votre cible est prête à payer pour le service que vous allez lui rendre ou le produit que vous allez lui vendre. Vous pouvez également aller un peu plus loin en identifiant les habitudes de consommation, savoir à quels horaires elle se connecte sur Internet, quel réseau elle utilise, quelle va être sa façon de communiquer, etc. Et ensuite, une fois que vous avez identifié vos cibles, l'idée, c'est d'établir votre budget prévisionnel. Donc, l'objectif, c'est de travailler sur le CA prévisionnel que vous allez pouvoir réaliser, identifier quels vont être vos besoins financiers et établir ensuite un taux de rentabilité pour voir déjà à cette étape-là si votre projet est viable et s'il tient la route. Le second point de cette étude de marché, c'est de vraiment connaître votre marché. Donc, on trouve une foultitude d'informations sur Internet, des études, des statistiques. Vous allez vraiment, en passant un peu de temps, vous allez trouver beaucoup d'informations qui sont vraiment très utiles pour ça. L'objectif de tout ça, c'est de vraiment connaître quels vont être les différents acteurs, les tendances, mais également, très important, quel va être en fait quels vont être les acteurs et les concurrents auxquels vous allez être confrontés. Donc, c'est important pour ça de réaliser un benchmark concurrentiel et de réaliser, alors vous allez pouvoir travailler sur plusieurs parties. Il y a quelques bonnes pratiques, mais vous pouvez déjà aller voir un petit peu comment vos concurrents communiquent.
quelles sont, par exemple, l'arborescence de leur catégorie, pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils ont travaillé sur la répartition en fait, de leur catalogue, voir quels sont les mots-clés qu'ils utilisent, est-ce qu'ils font de la publicité sur Internet, si oui, sur quels mots-clés, quels vont être leurs liens entrants. Inscrivez-vous à leur newsletter, ça c'est aussi une bonne pratique, ça vous permettra de suivre un petit peu leur actualité et surtout, bien sûr, suivez-les sur les réseaux sociaux, là encore une fois, pour voir quelles vont être leurs habitudes de consommation. Je vais prendre la main. Laurent, tu voulais rajouter quelque chose? Oui. Alors, donc, je souhaitais ajouter quelques précisions. En fait, quand vous voulez vous lancer dans l'e-commerce, il faut bien regarder votre cible. Si, par exemple, tous les produits que vous voulez vendre, Amazon les vend à des prix défiant toute concurrence, c'est fort peu probable que votre site e-commerce marche. Par exemple, c'est pareil, si vous voulez vendre des meubles et que Ikea, entre guillemets, vend des meubles similaires, ça va être assez compliqué de développer votre site e-commerce. Ce qui peut faire la différence, c'est par exemple d'apporter un service en plus, quelque chose de personnalisé, mais voilà, il faut pouvoir se différencier de la concurrence. Si on ne se différencie pas et qu'on n'apporte pas quelque chose de supplémentaire pour le client, ça va être très compliqué de se démarquer et donc du coup de faire prospérer son affaire e-commerce. Nous allons lancer un petit sondage pour savoir qui c'est qui a un site e-commerce et si oui, quel CMS vous utilisez. Voilà, vous avez environ 30 secondes pour répondre. On attend. Ça va nous permettre d'orienter un peu plus le webinaire. En fait, on pourra peut-être rentrer un peu plus dans le détail selon si vous débutez ou vous ne débutez pas. Ça me semble plutôt important de le préciser. Est-ce qu'on est presque bon pour le sondage? Alors, avez-vous déjà eu un site e-commerce? Oui, 42%, non, 58%. Donc, on va dire que 60% des utilisateurs ont besoin d'informations et que 40% ont déjà commencé. Alors, les CMS les plus utilisés. Donc, ça serait parti en PrestaShop 25%, WordPress 25%, Shopify 8%, donc là on arrive à 58% et Hot 42%. Oula, je suis assez surpris de voir 42%. Bon, Thibaut, je vais te laisser la main sur la suite. Parfait. Donc, le point suivant, c'est sur la partie communication, c'est de choisir votre nom de domaine et l'image, votre image. Donc, le nom de domaine, c'est le premier point. En fait, c'est ce par quoi vous allez souvent commencer. C'est ce nom de domaine. Il y a plusieurs possibilités pour le définir. Soit c'est le nom de votre société, soit c'est l'image ou un nom de marque que vous allez donner à votre projet. Ce qu'il faut faire attention là-dessus, bien sûr, c'est que le nom de domaine que vous choisissez ne soit pas une marque déposée, réservée. Donc ça, il faut vraiment vous en assurer en amont, parce que même si le domaine était disponible, imaginons que vous réserviez un nom de domaine qui correspond à une marque qui a été déposée. Si demain, le propriétaire de cette marque décide de récupérer ce nom de domaine, vous seriez embêté puisqu'il y a une notion d'antériorité qui jouerait et du coup, ce serait vraiment pas bon pour vous. Voilà, donc ça, c'est vraiment le premier point à vérifier. Le nom de domaine, effectivement, il faut vous assurer qu'il est libre ou qu'il peut être acheté, parce que ça peut arriver que le nom de domaine ne soit pas disponible. Et si vous y tenez vraiment, vous pouvez contacter la personne qui en est propriétaire. Si elle n'a pas de site internet dessus, elle peut peut-être vous le céder. Alors là-dessus, il n'y a pas de règle au niveau du nom, du tarif. Ça peut aller de quelques dizaines, centaines d'euros à plusieurs milliers. Ça, c'est vraiment une histoire de négociation. Voilà. Alors, ce qu'il est important aussi de noter, c'est que ne choisissez pas un nom de domaine bourré de mots-clés en vous disant ça sera génial pour le référencement naturel.
Ce qu'il faut voir, c'est que si vous faites ça, effectivement, ça peut être intéressant. Mais bon, vous allez pouvoir définir un ou des mots-clés, mais ça va s'arrêter là. Donc, choisissez surtout un nom de domaine par rapport à votre image et par rapport à la communication que vous allez vouloir faire passer. La problématique des extensions au niveau de nom de domaine, donc on va passer rapidement là-dessus, mais c'est un point important. Si vous êtes, en fait, souvent le nom de domaine, donc l'extension, c'est ce qu'on retrouve à la fin du nom de domaine, le .com, le .fr, c'est ceux qui sont le plus connus. Et puis après, vous allez avoir des noms de domaine par pays. Et donc là, ça peut être intéressant de les réserver si vous décidez de cibler des pays en particulier. Demain, vous décidez de faire un e-commerce qui va cibler la France et l'Espagne, eh bien, vous conseillerez de prendre le .com, le .fr et le nom de domaine en .es. Voilà, donc c'est vraiment par rapport au pays que vous visez et puis du coup indéniablement par rapport également ensuite ça va en découler, mais à la langue qui est principalement parlée là où les langues dans le pays visé. Voilà, donc ça c'est le nom de domaine, c'est le premier point important. Ensuite, oui, Laurent, il va falloir travailler sur toute la partie fournisseur, en sachant que pour bien vendre, il va falloir que vous ayez bien acheté vos produits. C'est le b.a.-ba. Donc, je vais laisser Laurent nous faire part de son expérience et ses remarques sur ce point-là. Parce qu'en fait, pour préciser, j'ai été e-commerçant pendant 14 ans, je me répète peut-être. Donc moi, j'ai acheté de la marchandise en France, en Europe et en Asie. Et donc, c'est vrai que le fait de trouver des bons fournisseurs, c'est très, très important. Il faut trouver surtout des fournisseurs qui soient réactifs, qui vous livrent des produits de qualité. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter des produits en Chine qui étaient d'une qualité, on va dire, moyenne. Donc, c'était vraiment pas évident parce qu'on a eu beaucoup de services après-vente. Et le service après-vente pour envoyer des produits défectueux en Chine, c'est pas évident. Donc, il faut toujours prévoir une marge d'erreur. Des fois, on prévoit, quand c'est des produits qui sont comme par exemple des petits drones électriques qui se cassent assez facilement, il faut facilement prévoir 25% de services après-vente. Donc, ça, c'est une expérience que j'ai vécue. Donc pareil, les fournisseurs, il faut essayer de trouver des fournisseurs par exemple en France ou en Europe pour qu'ils soient assez réactifs. Si vous voulez faire par exemple du dropshipping, c'est-à-dire ne pas stocker le produit et que le fournisseur l'envoie directement chez le consommateur final. Donc il faut des fournisseurs extrêmement réactifs. Voilà, ça c'est vraiment un point clé. Alors, un autre point clé, les conseils pour créer sa structure. Souvent, quand on est auto-entrepreneur, donc déjà on ne récupère pas la TVA, mais ça peut aussi vous fermer des portes chez certains fournisseurs. Les fournisseurs, souvent, ils veulent vendre seulement à des sociétés et pas à des auto-entrepreneurs. Pareil, si vous achetez hors Europe, en Asie, le fait de ne pas pouvoir récupérer la TVA, même des fois, certaines boîtes ne voudront absolument pas vous livrer aussi. Donc, c'est vrai que le statut juridique est assez important pour une entreprise. Moi, je conseille d'être en SAS ou en SARL, par exemple. Mais c'est vrai qu'auto-entrepreneur, c'est vraiment à proscrire. Sauf si vous avez très peu de produits à vendre que vous achetez en France ou quelques services à proposer sur votre site e-commerce. Donc, le statut juridique, il faut vraiment, vraiment faire attention. Après, pareil, pour créer sa structure, en termes de financement, souvent on ne le sait pas, mais on peut trouver des financements au niveau de la région pour créer son site e-commerce. C'est possible, il faut remplir certains critères, comme par exemple la société qu'elle ait plus de 1 an et que vous ayez un salarié et que le code APE soit éligible. Donc ça, par exemple, vous pouvez se rapprocher de la CCI pour avoir les infos si vous voulez vous lancer dans le e-commerce. Voilà, là, je vais passer la main à Thibaut pour la stratégie web marketing. Du coup, effectivement, juste pour rebondir par rapport à cette sorte de crédibilité, effectivement, pour terminer sur la partie choix de la structure juridique, c'est vrai que la crédibilité est un point très important sur Internet, puisqu'il faut bien être conscient que quand vous avez une boutique en ligne, les internautes qui viennent sur votre site, surtout au démarrage, ils ne vous connaissent pas. Et donc, ils vont se fier à quelques critères qui peuvent paraître anodins, mais qui vont être les seuls éléments qu'ils vont avoir pour croire et surtout avoir confiance en vous pour faire l'achat ou pas. Et donc, on sait que
les achats, l'acte d'achat sur Internet est pas forcément évident. Et en tout cas, on sait qu'il y a beaucoup de petits éléments qui vont être des freins et qui vont faire que l'achat ne va finalement pas se faire sur votre site, mais plutôt sur un concurrent parce qu'il aura été plus crédible ou pour une raison qui vous paraîtra peut-être anodine, mais qui est importante. Voilà. Ensuite, sur la partie web marketing, donc ce point est un point vraiment très, très, très important, puisqu'en fait, il faut bien être conscient que vous pouvez avoir le plus beau site e-commerce du monde, le mieux fait, le mieux étudié. Si personne ne le visite, vous n'aurez jamais de vente. Voilà. Donc, c'est un point à prendre en compte dès le départ de votre projet. Et ce, à plusieurs titres. Déjà, en termes de budget, quand vous allez établir un budget prévisionnel, on en a parlé un peu au début par rapport à votre étude de marché, etc., faites attention à bien prendre en compte dedans le post-communication et donc en particulier toute la partie web marketing, puisque c'est quelque chose qu'il ne faudra pas reporter, puisque si vous mettez tout le budget dans la création de votre site et rien dans la communication, votre site ne démarrera pas et du coup, vous n'arriverez pas à faire vos premières ventes. Donc, il vaut mieux peut-être privilégier un peu plus le web marketing au détriment du budget que vous allez attribuer à la création de votre site, pur et dur. Et puis vous dire, ça me permet de démarrer, de faire mes premières ventes. Et puis après, en fonction du succès, je vais pouvoir réinvestir pour améliorer mon site. Et finalement, les fonctionnalités que je m'étais dit que j'allais mettre en place au démarrage, je les mettrai dans un second temps parce qu'ils ne vont peut-être pas vous empêcher de démarrer. En tout cas, voilà, vous pourrez faire ça en V2, en V3. Donc, premier point hyper important, ne sacrifiez pas cette partie web marketing. Autre approche, c'est de vous dire que vous devez même commencer à communiquer bien avant que votre site soit en ligne. On le sait, votre site internet ne va pas avoir des visiteurs dès le premier jour. Il va falloir compter en semaines, voire en mois, avant que les premiers visiteurs et les premières ventes se fassent. Du coup, profitez du temps que vous avez pour créer votre site, pour également communiquer en parallèle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer votre blog, par exemple, que vous pouvez commencer à animer pendant que vous êtes en train de construire votre site de vente en ligne. Vous pouvez également commencer à créer vos profils sur les réseaux sociaux, commencer à faire du contenu. Ça peut être de partager votre expérience de création de site, l'identification des produits, de vos fournisseurs, etc. Vous avez vraiment une histoire de storytelling que vous allez pouvoir démarrer et qui va vous permettre de fédérer une communauté et en tout cas de faire en sorte que vos futurs clients commencent à vous connaître et que vous commenciez à devenir un peu familier. Et ça vous permettra surtout d'avoir du trafic dès que vous allez ouvrir le site. Plusieurs canaux donc vont s'offrir à vous pour toute cette partie web marketing. Dans les principaux canaux, ce qu'on connaît le plus, c'est le référencement naturel qu'on appelle le SEO, le référencement payant, le SIA, la publicité sur les réseaux sociaux, donc le SMO. Alors, à ne pas confondre avec l'animation de votre page Facebook. Là, on parle vraiment de posts sponsorisés donc sur Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Votre blog, on en a parlé juste avant, et également l'envoi de newsletters. Vous pourriez tout à fait commencer à envoyer des newsletters, commencer à construire une base d'abonnés pour, encore une fois, le jour où vous démarrez, vous lancez votre premier produit, vous allez avoir une base d'abonnés à qui vous allez pouvoir envoyer ces informations. Donc là-dessus, sur toute cette partie web marketing, c'est des choses qui sont accessibles, mais qui, sur certains créneaux, peuvent être compliquées. Gérer des campagnes Google Ads, c'est des choses qui sont complexes. Pareil pour tout ce qui est référencement payant sur Facebook. Et ce dont il faut que vous soyez conscient, c'est que quand vous allez investir un budget sur de la publicité, il faut que vous optimisiez ce budget. Et une campagne Google Ads, par exemple, qui est mal gérée, on sait que vous allez avoir une grosse partie de votre budget qui va être consommée à mauvais escient et qui, du coup, va être
malheureusement perdu, alors que quand c'est bien géré, vous allez pouvoir beaucoup mieux optimiser ce budget-là. Donc voilà, ça, c'est un point important. Donc n'hésitez pas soit à vous former, soit à vous faire accompagner sur toute cette partie web marketing, puisque là encore, le succès de votre boutique en ligne va en dépendre. Donc, là-dessus, c'est un réel investissement que vous allez faire et qui va vous permettre d'avoir un retour sur investissement derrière plus ou moins important. Alors, pour conclure sur la partie web marketing dont parle Thibaut, en fait, donc j'ai bien vécu cela et c'est vrai que le web marketing quand on débute dans le e-commerce, c'est pas une affaire d'à peu près. On va faire un petit post ou deux sur Facebook et on va ramener des clients. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. C'est vraiment une affaire de spécialistes. Il faut bien se faire accompagner. Et bien souvent, les leviers pour acquérir des clients et ou transformer vos ventes, c'est pas forcément le même dans un secteur, par exemple, de nouvelles technologies, tout ce qui touche au téléphone portable, ce sera pas le même dans l'ameublement, ce sera pas le même pour les habits, l'habillement, ce sera pas le même, par exemple, pour des gens qui font de la plongée, pour des gens qui font du tennis, pour des gens qui font du foot. On va dire, c'est vrai que des fois, les réseaux sociaux, il y en a un qui marchera mieux que d'autres. Par exemple, dans la mode, le Instagram, ça marche beaucoup mieux que Facebook. Et c'est vrai qu'en fait, le web marketing, quand on démarre une affaire et qu'on est e-commerçant, souvent, il faut tâtonner. En fait, il y aura toujours un levier qui marchera mieux que d'autres. Donc, au départ, il faut un petit peu tous les utiliser. Il faut aussi faire confiance à des spécialistes. Et effectivement, comme a dit Thibaut, quand on a un budget publicité, ben, s'il est bien utilisé, ça peut vraiment transformer les ventes en vente, mais c'est vrai que s'il est mal utilisé, c'est vraiment des pertes sèches, quoi. Donc c'est vraiment très très important de se faire accompagner par des spécialistes et y aller étape par étape. Malheureusement, beaucoup de gens croient qu'en balançant un budget très important dès le départ, ils vont se faire beaucoup de clients et que ça va être la folie furieuse en 1 ou 2 mois. C'est complètement faux. Tout est progressif et des fois, selon le secteur d'activité, s'il est extrêmement concurrentiel, bah, ça peut être extrêmement long. Voilà, donc il faut vraiment faire appel à des spécialistes dans ce créneau-là. Donc là, maintenant, nous allons passer sur un côté un poil plus technique. Ce sera les différentes étapes pour lancer son site e-commerce. Là, on a parlé du côté commercial, qui est très important. C'est un peu comme les fondations d'une maison. C'est-à-dire que si le marché n'est pas là, si vous n'avez pas le bon prix, s'il n'y a pas la bonne stratégie commerciale, bah, votre site e-commerce ne servira pas à grand-chose en définitive. Voilà, donc là, on va passer sur le côté un poil plus technique. Je vais laisser la main à Thibaut. Merci. Donc voilà, les étapes pour là, lancer véritablement son site e-commerce. Le premier point, c'est, vous en avez tous entendu parler, c'est le fameux cahier des charges. Ce cahier des charges, ce qu'il faut voir, c'est qu'il est utile même si vous décidez de créer votre boutique vous-même. Supposons que vous ayez fait le choix d'utiliser une solution que vous maîtrisez ou de passer par une solution que vous pourrez simplement mettre en œuvre. C'est important de démarrer par un cahier des charges qui va être quelque chose dans lequel vous allez recenser toutes les fonctionnalités que vous attendez de votre site e-commerce et que vous allez vouloir proposer à vos clients. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Rien de technique dans le cahier des charges. Vous pouvez tout à fait prendre un document et puis vous rédiger en bon français toutes les fonctionnalités que vous attendez. Alors ça peut être assez large, hein. Ça va être, je veux un moteur de recherche qui va faire comme ça, qui se présente comme ça. J'ai vu sur tel site, je veux un peu comme eux ils ont. Après, j'ai la partie formulaire de demande de contact. Eh bien, j'aimerais bien, j'ai vu sur un site, ça c'était bien. Est-ce que vous allez vouloir que les clients fassent des demandes de devis, mettre en place des programmes de fidélisation, de parrainage? Voilà. Essayez d'être le plus exhaustif possible sur cette partie fonctionnalité, mais également sur toute la partie charte graphique. Quel va être votre niveau d'exigence? Est-ce que vous allez vouloir une charte graphique qui est vraiment très particulière parce que vous voulez miser beaucoup sur votre image? Est-ce qu'au contraire, vous allez vouloir quelque chose de très simple, de très standard? Ce qu'il faut voir, en fait, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça a un impact sur le budget, hein. C'est sûr que si vous voulez une charte graphique d'un site très complexe, si vous dites voilà, je voudrais le même site
qu'Amazon, forcément, en termes de budget, il faudra derrière avoir un budget assez conséquent. Voilà. Donc après, cette partie charte graphique, fonctionnalité, ça c'est des points très importants. Pensez également à tout ce qui va concerner la maintenance et les évolutions de votre site. On en parlait au tout début. Vous allez devoir au début composer avec un budget entre la création du site, le web marketing et puis tout le reste qui vont être liés à la gestion d'une entreprise. Vous pouvez définir déjà dès ce cahier des charges quelles vont être les fonctionnalités que vous allez mettre en place dans un premier temps, ou dans une seconde version, une troisième version, ou des fonctionnalités où peut-être vous dites ça j'aimerais bien, mais je ne sais pas du tout ce que ça peut représenter en termes de coût. À ce moment-là, vous les notez et puis vous verrez avec votre prestataire et lui saura vous guider sur la mise en place d'un planning de réalisation. En ce qui concerne la maintenance, encore une fois, c'est très important. Vous êtes sur un site e-commerce. Si vous êtes un pure player, c'est-à-dire que vous n'avez qu'une boutique en ligne et pas de magasin physique, eh bien, l'essentiel de votre chiffre d'affaires, enfin, l'intégralité de votre chiffre d'affaires repose sur votre site e-commerce. Donc, soyez-en conscients. Si demain, vous avez un problème sur votre site, vous ne vendrez plus. Donc, il y aura des conséquences en termes de chiffre d'affaires qui seront désastreuses. Donc, la maintenance, c'est vraiment quelque chose dont il faut se soucier et qui est très important. Il faut que vous soyez accompagné là-dessus. Si vous n'avez pas la compétence pour corriger un problème qui pourrait survenir demain, trouvez quelqu'un un partenaire qui saura vous accompagner et avec des délais raisonnables, parce qu'encore une fois, si votre site il se fait pirater ou que vous avez un bug qui apparaît pour une raison X ou Y, si pendant une semaine votre site ne fonctionne plus, ça a des conséquences qui sont catastrophiques. Voilà. Et puis la partie hébergement qui découle de tout ça, encore une fois, sur la partie e-commerce, c'est très important. Il faut être conscient que vous allez démarrer. Le nombre de visiteurs, il va aller en augmentant. Donc, essayez de bien dimensionner votre hébergement. Ayez un hébergement qui soit ce qu'on appelle infogéré, que vous ayez quelqu'un qui vous gère votre hébergement d'un point de vue technique, puisqu'encore une fois, c'est exactement la même chose que votre plateforme. Il faut la mettre à jour. Il faut la mettre à jour d'un point de vue fonctionnel, certes, mais également au niveau de la sécurité. Demain, il y a une faille de sécurité qui va être identifiée. Si vous ne mettez pas à jour ni votre serveur ni votre site, vous allez être potentiellement une cible pour un piratage. Et encore une fois, ça peut être catastrophique. Plus vous allez avoir des données personnelles sur votre site. Donc, on le verra tout à l'heure par rapport au RGPD et à vos responsabilités. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut que vous preniez conscience qui sont très importantes. En tout cas, sur la partie cahier des charges, si c'est quelque chose, vous ne vous sentez pas de le faire, vous pouvez tout à fait vous faire accompagner. Donc là-dessus, vous pouvez il y a des gens qui peuvent faire que ça, ou vous pouvez aussi mandater une agence qui va dire à qui vous dites bon ben voilà, j'aimerais bien que vous m'accompagniez pour rédiger mon cahier des charges, pour être sûr que je parle le bon langage, pour être sûr que les fonctionnalités sont faisables et que je ne pars pas dans tous les sens. Voilà. Alors, ensuite, au niveau de votre boutique en ligne, un point très important, c'est le logiciel que vous allez choisir pour construire votre plateforme e-commerce et en découle de ça le choix de votre prestataire. Au niveau des CMS, donc ce qu'on appelle un CMS, c'est un des outils de gestion de contenu. C'est des solutions, en fait, c'est des logiciels qui vont vous permettre de construire votre e-commerce à partir de briques déjà existantes. Bien sûr, vous n'allez pas faire développer un site e-commerce de zéro et tout redévelopper, alors qu'il y a beaucoup de solutions qui existent, qui proposent déjà toutes les fonctionnalités standards qu'on attend d'un e-commerce. On va dire qu'il y a deux grandes familles de solutions au niveau des logiciels. Il y a les logiciels open source, donc PrestaShop ou Commerce Magento pour les plus connus, et des solutions louées, ce qu'on appelle en mode SaaS. Donc, c'est des logiciels qui sont fournis comme un service moyennant une location. Et là, encore une fois, les plus connus, c'est Shopify, Wizbee, WiziShop. Voilà, donc il y en a pas mal. Là-dessus, il y aurait beaucoup à en dire. Je pense qu'on pourrait faire un webinaire complet à ce sujet-là. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il faut choisir. Open source ne veut pas dire gratuit, au contraire, mais ça veut dire que vous allez pouvoir avoir plus de souplesse qu'avec une solution SaaS. Et une solution SaaS, à contrario, va être
associé à un loyer qui, lui, peut être plus ou moins important et qui va souvent être indexé sur votre chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est vraiment un choix qu'il faut faire. La solution SaaS, vous serez peut-être, vous pourrez vous appuyer sur une plateforme et une société qui va la gérer. Par contre, vous serez un petit peu moins libre de faire ce que vous voulez. Voilà, donc au niveau de votre prestataire, encore une fois, choisissez un prestataire pour la boutique en ligne, la maintenance et son hébergement. Voilà, n'hésitez pas à en consulter plusieurs, à faire des recherches et à vous faire accompagner pour toute cette partie. Ensuite, on va aborder la problématique de gestion des stocks, qui est un point crucial également sur le e-commerce. Alors, on va dire qu'il y a on va aborder aujourd'hui deux parties sur cette gestion des stocks. La première, c'est d'un point de vue utilisateur. Donc là, on va s'attacher à l'expérience client. Sur votre site, si vous décidez de faire apparaître les stocks, c'est un point important, mais il faut bien le faire. C'est-à-dire qu'on sait que l'affichage des stocks a un impact très fort sur les internautes et qui va pouvoir jouer dans le taux de transformation. Si un internaute trouve un produit qui est sur votre site et sur le site d'un concurrent, si sur le site du concurrent, il y a marqué que le produit est en stock et que sur le vôtre, il n'est pas en stock ou qu'il n'y a pas d'information, il y a fort à parier qu'il choisisse peut-être votre concurrent parce que là, au moins, il est sûr que le produit est en stock et il ne tombera pas dans une problématique où il commande et on va lui dire merci pour votre commande, vous serez livré dans 6 semaines. Puisque ça, en termes d'expérience utilisateur, c'est catastrophique. Voilà, donc ça, c'est un point rapide sur la partie expérience utilisateur par rapport au stock. Et ensuite, on peut parler également des outils de gestion de stock. Et là, Laurent, je fais appel à toi par rapport, encore une fois, à ton expérience pour nous faire part de tes remarques. Oui, alors en fait, pareil, le logiciel de gestion des stocks, donc c'est un ERP, donc un logiciel de gestion que vous allez connecter via un logiciel, ça s'appelle un connecteur à votre site e-commerce. Donc par exemple, si vous faites un site internet avec PrestaShop, vous pouvez le connecter à EBP. Donc par exemple, vous avez une boutique en ville, vous avez déjà EBP qui est le logiciel de gestion de stock le plus répandu en France. Donc, vous allez acheter le logiciel EBP et payer pour un connecteur pour le connecter à votre site internet. Donc, ça, c'est quand même quelque chose que je recommande fortement, sauf si vous avez, par exemple, entre 10 et 50, 80 produits à vendre sur votre site internet. Vous pouvez le gérer, entre guillemets, à la main avec un fichier Excel, c'est pas très embêtant. Mais dès que vous passez la barre des 200, 300, 500 000 produits, il faut absolument automatiser votre stock en mettant des alertes de stock, par exemple. Dès que votre stock de votre produit phare il descend en dessous de 3, votre logiciel il en commande 2 automatiquement chez votre fournisseur, par exemple. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et pareil, les ERP pour les sites e-commerce, on pourrait presque faire un webinaire complet sur ces logiciels-là, parce qu'en fait, il en existe des centaines à des prix des fois exorbitants. Il y a des logiciels de gestion de stock pour site internet qui sont à 400 euros, par exemple. Et il y a aussi des logiciels qui vont vous coûter 40 000 euros. Donc, c'est vrai que des fois, on ne sait pas sur quel pied danser. Donc, ça, c'est pareil. Il faut bien étudier ses besoins, se rapprocher de personnes compétentes qui peuvent vous conseiller. Donc là, il faut faire très attention parce que des fois, les ERP sont encore plus chers qu'un site e-commerce. Donc, c'est une partie extrêmement délicate. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire conseiller pour cette partie-là qui est vraiment cruciale dans le e-commerce. Voilà, donc après, je vais laisser la main à Thibaut pour les moyens de paiement. Alors, au niveau des moyens de paiement, là encore, point très important et surtout assez complexe parce qu'il existe beaucoup de solutions et c'est difficile d'arriver à s'y retrouver. Aujourd'hui, si on veut un petit peu schématiser tout ça, on va dire qu'il va y avoir plusieurs possibilités. C'est de travailler avec votre banque pour mettre en place un système de paiement que eux vont vous proposer. Donc, avec la signature de ce qu'on appelle un contrat VAD, donc vente à distance, et l'implémentation de leur solution technique. Vous allez également avoir le choix de faire appel à des solutions tierces. Et là, il va y avoir, on va dire, plusieurs grandes familles, mais on va dire 2 grandes familles. Des solutions de paiement qui vont impliquer
que vous ayez signé un contrat de vente à distance avec votre banque et du coup coupler leur solution technique à eux. Donc, vous auriez uniquement le contrat VAD auprès de la banque, mais vous n'utilisez pas la solution technique de la banque, mais celle du prestataire. Donc là, l'avantage, c'est que vous allez avoir une solution qui sera plus moderne que ce que vont proposer les banques. Et après, la troisième solution, troisième famille d'outils, c'est avec votre banque. C'est par exemple un des plus connus, c'est PayPal. Vous allez avoir Stripe, vous allez avoir PayPlug, etc. Et là, alors les avantages de ces solutions, c'est que c'est des solutions qui sont en général très modernes, qui vont apporter des fonctionnalités que vous ne retrouverez pas, ou en tout cas pas tout de suite, et peut-être dans plusieurs années. Vous voulez, c'est parfait.